Salut la gang, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour ma revue de l'UFC Busan qui mettait en vedette 4 combattants qu'on aime beaucoup, qui combattaient en plein milieu de la nuit de vendredi à samedi. J'ai d'ailleurs fait des live streams. Si vous voulez voir mes réactions à chaud là, en direct, vous pouvez scroll down sur la page Facebook MMA Talk et tout est là. Aujourd'hui, je suis là pour mes analyses à froid, disons. C'est le contraire d'à chaud. Bref, mes analyses plus réfléchies, mes analyses et impressions finales sur l'action qu'on a vue dans la cage et qu'est-ce que ça implique tout ça, vers où ça nous mène. On va regarder vers le futur, on va jouer au matchmaker, tenter de voir qui pourra affronter qui. Après cet événement-là, malheureusement, j'ai pas mon magnifique chapeau de matchmaker. Je suis vraiment triste, c'est la première fois de toute l'humanité que j'ai pas mon chapeau de matchmaker pour une vidéo de matchmaker, mais écoute, regarde, j'ai une tuque, on va faire avec ce qu'on a et ça va pas changer le contenu du vidéo là pour autant. Donc, on est là pour jaser de tout ce qui est arrivé à l'UFC Busan et on n'a pas le choix que de commencer en parlant de Charles Jourdain qui a causé la surprise, là, même s'il y a beaucoup de partisans québécois qui étaient derrière lui et qui croyaient en lui pour cette victoire, moi inclus, on pensait pas qu'il allait battre Doo Choi par KO de 1 et selon les cotes de Las Vegas, il était underdog là, à 2.5 contre 1, allant jusqu'à 3.5 contre 1 sur certaines cotes. Donc, à l'échelle de MMA internationale, il n'y a personne qui savait c'était qui Charles Jourdain. Et puis, il a pris un risque comme Charles Jourdain le fait si bien. Puis, ça a payé. Ça a été absolument incroyable. Et puis, aujourd'hui, tout le monde sait c'est qui Charles Jourdain parce qu'il a réussi son coup à la perfection. C'était 100% dans l'exécution là, pour Charles Jourdain. Oui, en termes du combat, il a probablement perdu le premier round. Il s'est fait dropper au début du premier round. Pas dropper genre, oh mon Dieu, il vient de se faire sonner puis il va se faire passer un KO. Loin de là, il était vite revenu sur ses pieds et prêt à échanger avec Doo Choi. Il a vraiment tenu tête. Et puis plus le combat avançait, plus on voyait Charles prendre l'avantage dans ce combat-là. Je veux donner un gros shout-out à Louis aussi, Louis Jourdain, qui était très bon dans le coin là, après le premier round. Il a dit Charles, t'as 10 minutes pour changer ta vie, là, c'est là que ça se passe, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Puis et il a lit a fire under his brother's ass. Là, c'était vraiment très beau de la façon dont Charles est sorti dans le deuxième round. A vraiment réussi à bâtir un très bon momentum dans ce deuxième round-là. Il était en train de le gagner, ce round-là, au moment où il a touché avec une solide main gauche qui l'a amené à être tout près de Doo Choi, puis il l'a juste fini avec un crochet de la droite là, à courte distance, à l'envoyer au tapis, sauter dessus, sauter sur son opportunité, comme on dit, et puis il a fini le combat, une surprise absolument incroyable de la façon, parce que, écoute, je m'attendais à une victoire de Charles, mais après beaucoup de rumination là, sur le match-up, puis je me disais, si Doo Choi est encore le Doo Choi du bon vieux temps, qui frappe fort, ça va être difficile pour Charles d'encaisser ça, mais non seulement il a encaissé, mais il s'est battu comme Doo Choi, il a répondu comme un Doo Choi répond au fait de se faire mal, c'est en restant en face de l'autre, puis en lançant des bombes, puis c'est magnifique. Comme j'ai dit, c'est un 100% pour Charles Jourdain dans ce combat-là, parce que non seulement c'était le combat de la soirée, ça, de loin. Il a fini ça par knockout. Et quand il a eu le micro d'en face, il a pas manqué sa shot pantoute. Des fois, il y a du monde, première entrevue, première fois que t'as quelqu'un de l'UFC qui te fout un micro d'en face, là, c'était Dan Hardy, si je me trompe pas. Ce qui est quand même de quoi de hot, là, c'est sûr qu'ils ont parlé, les fighters. Ils parlent toujours aux analystes la semaine du combat parce que les analystes veulent des petits insides, des affaires à plugger pendant le combat. Donc, tu sais, ils leur parlent, mais là, tu viens de gagner pour la première fois dans ta vie dans l'UFC, pis t'as genre Dan Hardy dans ta face qui essaie de te faire une entrevue. Souvent, les gars, ça sort moins bien qu'ils pensaient que ça allait sortir. Puis ça a tellement pas été le cas pour Charles. Il était super respectueux envers son adversaire, envers la foule coréenne. Il a donné props à tout le monde. Il a réussi à avoir un one-liner super sympathique que tout le monde quotait sur Twitter. Autant le public francophone que le public anglophone, tout le monde a trouvé ça super sympathique quand il a demandé le bonus pour pouvoir déménager dans la cave de chez ses parents, t'sais. C'est tellement relatable, puis c'était parfait. Après, il a plugué la quote qu'il avait pratiquée sur mon podcast là, avant d'ailleurs, là, qui dit « Work until your heroes become your rivals », puis il a dit que Cub Swanson était un de ses héros, puis qu'il souhaitait l'affronter, puis il a même souhaité un prompt rétablissement parce qu'on sait que Cub Swanson s'est défait un genou
genou là, complètement dans un combat de Jiu-Jitsu avec Jake Shields à Quintet. Il était en knee rip, puis ils ont roulé, puis ils ont pas roulé du bon bord, puis il s'est fait vraiment très mal au genou. Donc, la suite des choses pour Charles, c'est ça qui est intéressant, parce que là, il vient de s'établir dans cette division-là. Le Charles Jourdain, c'était son premier combat chez les 145 livres. Il est là, il est arrivé, il a battu quelqu'un qui était dans le top 20 mondial de façon éclatante. Il a gagné le bonus. Les gens parlent de lui à la suite de cette carte-là. Donc, tu sais, il est là. Puis c'est pas le moment de pas se battre et d'attendre après comme Swanson, en fait, là, c'est ce que j'essaie de dire. Puis oui, je le sais, Charles, puis la façon qu'il l'a mentionné dans son discours, c'est très bien. J'aimerais être ton combat de retour. Ça veut peut-être pas dire que ça va être le prochain combat de Charles, parce que, tu sais, si Cub Swanson est blessé pendant 1 an, ou blessé pendant 9 mois, à essayer de se remettre, tu sais, de cette blessure au genou-là, qui est une déchirure d'un ligament, là, entre vous et moi, je pense que c'est le ACL, je suis pas certain, j'ai pas tant vérifié que ça, mais c'est déchirer un quelconque ligament dans le genou, c'est pas le court, là, le délai avant de revenir de ça. Ça prend beaucoup de rétablissement, de physiothérapie, plein d'affaires, c'est de la merde, bref. Donc, Charles ne va pas se battre pour la prochaine année en attendant comme Swanson va nécessairement se battre contre quelqu'un. Et il y a vraiment 2 match-ups qui m'intéressent beaucoup. Il y en a un qui serait un très bon duel de style contre Hakeem Dawodu, 2 excellents strikers. Charles est vraiment, on s'entend, il l'a encore prouvé, est un action fighter, est très talentueux. Faut pas dire action fighter dans le sens parce que des fois, c'est sûr c'est utilisé comme ça c'est un brawler, c'est un action fighter. C'est comme Diego Sanchez, c'est quelqu'un qui va gagner un combat sur 2, un combat sur 3, mais les 3 combats qu'il va te donner vont être excellents. Charles, c'est pas ça, là. Il est très technique, debout, levé, capable de finir des gars dans le top 20 mondial. C'est un prospect encore, il est on the rise. On n'a même pas passé proche de voir le meilleur de Charles Jourdain encore. Donc, on peut pas, tu sais, je dis pas action fighter dans le sens de c'est un brawler, mais Charles, c'est un action fighter dans le sang, là. C'est quelqu'un que je pense pas qu'il est capable de faire un combat plate. Du moins, tu sais, s'il y a moindrement son will, le seul combat qu'il a fait dans sa vie qui était plate, c'était contre TJ Laramie, puis il a absolument pas décidé de rien de ce qui allait arriver dans ce combat-là, là, malheureusement, puis c'est pas mal pour ça que ça a pas été un excellent combat, mais tous les combats où Charles a réussi à faire à peu près ce qu'il voulait, ça a donné des étincelles, là. C'est un combattant excessivement excitant, qui a un menton incroyable, qui avance, qui a pas peur d'échanger, son timing est excellent, il y a pas, tu sais, ce qui me faisait un peu peur, là, avant ce combat-là, c'est le punching power. Charles, c'est pas le gars qui va arriver puis te péter un overhand en plein milieu puis de knocker le one punch de même. Il y a pas un gros punching power, mais son timing est tellement excellent, il est précis quand il lance ses coups, puis tu sais, quand que tu cotes Duo Choi avec une straight left pendant qu'il est en train de se foutre la tête première dedans parce que lui aussi s'en venait avec un punch, des très beaux reads qu'il a fait dans ce combat-là. C'est excellent, puis son prospect status est on the rise. C'est déjà des meilleurs prospects dans la division. C'est encore plus un des meilleurs prospects dans la division. Donc pour les match-ups, je parlais d'Hakeem Dawodu, qui, lui, va être capable d'être le striker Muay Thai vraiment technique, qui va essayer de ne pas s'emballer, de ne pas se faire forcer dans un action fight avec Charles. Fait que selon moi, ça, c'est un duel de style fascinant, parce que t'as Charles, qui est un très bon striker, qui va essayer de pousser l'action, puis de rendre ça complètement débile. Puis t'as Hakeem Dawodu, qui va pas mal tout faire en ses moyens pour ralentir l'action, mais tout en gardant ça debout, ralentir le pace, avoir peut-être plus un point style Muay Thai fight. Donc, style match-up absolument incroyable, mais c'est vraiment un clash de style. L'autre match-up que j'ai pour Charles, qui est un autre gars qui est haut classé dans cette division-là, là, présentement, qui est sur une belle séquence de victoires. Mais en fait, il vient de rentrer dans cette division-là, mais il a gagné tout de suite. Puis le gars a déjà battu des noms dans cette division-là auparavant. C'est Ricardo Ramos. Et puis Ricardo Ramos, c'est le duel de style complètement contraire à Hakeem Dawodu, parce que c'est un combattant comme Charles un peu. Genre un gars qui est quand même fait long, qui est un bon striker, qui est absolument pas peur de leap dans des combinaisons débiles, de lancer des flying knee, des spinning back fist, spinning back elbow contre Ayman Zahabi, ça avait été tout un knockout. Puis c'est un gars que, tu sais, c'est pas un spinning back fist qui sort de nulle part, c'est quelqu'un qui fait ça, qui a ça dans sa game, peut-être pas autant que Saïd Nurmagomedov, mais presque. Donc, que ce soit Ricardo Ramos ou Hakeem Dawodu, je pense que les deux, ce sont d'excellentes options là, pour la suite des choses. Pour notre ami Charles Jourdain, en assumant que
après ce combat-là, si tout va bien, il va probablement pouvoir affronter Cub Swanson. Maintenant, on passe au bout de plate. Là. On n'a pas le choix. Écoute, c'est de la merde. J'ai même pas envie pour vrai d'en parler parce que Marc-André Barriault, c'est vraiment dans toute la game, là, depuis que j'ai commencé à couvrir ce sport-là, une des meilleures personnes que j'ai rencontrées. Un gars qui est devenu là, mon ami. Quand je vais à Québec, j'appelle Barriault puis j'ai hâte de savoir ce qu'il fait. C'est un de mes amis dans la vie. Je l'aime. C'est une des meilleures personnes que je connais. Il travaille fort. Il a de la volonté. Il fait toutes les choses comme faut, Marc-André. Puis j'y souhaite tellement le succès, puis j'y souhaite tellement de gagner ces combats-là, surtout que le dernier combat, c'est comme un peu connu, c'est moi qui avais trouvé, c'est moi qui avais suggéré ce match-up-là, puis tout le monde qui a regardé ça dans son équipe, tout le monde trouvait que c'était un bon match-up, finalement, ça a vraiment, vraiment pas bien été, puis pourquoi que ça me fait chier, c'est qu'il faut que je couvre le sport de façon fair, puis j'ai pas vraiment de bonnes choses à dire là, sur ce combat-là, du moins de la part de Marc-André Barriault. Donc, j'ai pas le choix. Fait que c'est pour ça que je préfère ça en disant que Marc-André, c'est un gars que j'adore, c'est la personne que j'aime le plus. Mais là, j'ai comme pas le choix d'un peu dire qu'est-ce qui marche pas, parce que ça ne marche pas. Là. Ça ne marche pas du tout, même pour lui. Depuis son entrée dans l'UFC, puis il y a des commentaires là, qui se font de certains gens puis qui ont un peu leur analyse de la situation. Puis moi, mon analyse de la situation, pour être honnête avec vous, diffère de ce que la majorité des gens disent. Beaucoup de gens disent il est pas assez agressif, on dirait il va pas, comme il y allait dans TKO. Et puis oui, c'est absolument arrivé dans le premier round contre Andrew Sanchez, là, ça on en convient. Il a pris le round-off. Il a absolument pris le round-off. On peut pas dire le contraire. C'est ça qui est arrivé. Il était acclamé dans l'aréna à Ottawa, chaque côté de sa ville natale à Gatineau. On connaît toutes les circonstances. Le premier round, il était un peu blinded by the lights, puis il a rien fait. Donc oui, ce combat-là, c'est vrai qu'il est pas allé. Mais je suis pas d'accord de dire que contre Christophe Jotko et surtout contre John Young Park, qui est pas allé. Dès que le combat contre John Young Park a commencé, Marc-André est allé de l'avant, puis il a implémenté son game plan qui était de mettre de la pression, puis d'essayer de toucher avec son overhand, puis de peut-être réussir à partir de là à fermer la distance. Le problème, c'est que ça n'a pas marché, mais pas en tout. Et puis, écoutez, je pense que Marc-André n'a pas encore le raffinement, la profondeur dans sa technique. Puis c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de succès dans ses débuts de combat, même s'il va. Puis quand il va de l'avant, plus il va de l'avant. Tu sais, dans le premier round, plus il allait de l'avant contre John Young Park, plus il se rendait vulnérable à se faire toucher par des counters, et plus il se rendait vulnérable à, dès qu'il lançait sa overhand, se faire passer en dessous, puis se faire takedown. Et puis, ça a été de mieux en mieux à travers le combat, puis ça, c'est un point positif de la game de Marc-André qu'il va falloir revenir dessus quand je vais avoir fini mon premier point, parce que présentement, selon moi, il n'y a juste pas le raffinement technique. Il avance, puis il lance des overhand right qui sont soit naked, sans setup, ou soit qu'il y a un jab en arrière, et puis écoute, tout le monde dans l'UFC, le 100% des combattants dans l'UFC vont voir venir un overhand right sans setup. Si t'es pas capable de voir ça venir dans l'UFC, ben t'as pas d'affaire là. Même, Marc-André, s'il se fait lancer des overhand right sans setup de même, va les voir venir. Donc, Marc-André, s'il va avoir du succès dans le début du combat, il faut qu'il continue de faire la même chose qu'il fait. Là. Il y a un bon process, il y a une bonne idée de quand il est dans le combat, qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut mettre la pression, wear on his opponent, parce que c'est un gars qui est très physique. Puis c'est ça le point positif, je pense qu'on peut dire à Marc-André Barriault, c'est que présentement, non, il n'y a peut-être pas le niveau technique pour rivaliser au niveau UFC. C'est vraiment triste, mais c'est ça un peu la constatation. Il y a une boxe qui est correcte, mais il y a de la difficulté là, à boxer avec des gars comme John Young Park, des gars comme Christophe Jotko. Puis oui, Jotko et Sanchez, c'est dur de se faire un barème quand tu regardes un nouveau se battre contre des gars qui ont 5, 6, 7, 8 combats puis qui sont dans le top 20 mondial. Mais John Young Park est vraiment
un des moins bons middleweight dans l'UFC. Et ça, c'est pas parce qu'il est pas rapide. Ses mains sont super rapides. Il a une bonne boxe. Il est petit, par exemple. Puis à middleweight, il va avoir beaucoup de difficultés à gagner parce qu'il est petit. Puis il a de la misère à s'imposer physiquement. Et puis c'est comme ça qu'on l'a vu avoir de la difficulté dans le troisième round là, contre Marc-André. Parce que Marc-André, il a juste pris ce que John Young Park y offrait. Il a continué d'avancer. Puis juste le fait que Marc-André ait continué d'avancer, il a réussi à affaiblir son adversaire. Puis au troisième round, ces choses passaient beaucoup mieux. Puis il semblait beaucoup plus être dans son flow d'un combat que quand tu vois Marc-André Barriault être en train de gagner un combat. C'est ça que ça a de l'air. Et puis, le fait qu'il soit capable d'accomplir ça contre des adversaires de quand même bon calibre au troisième round, c'est un bon signe. Parce que qu'est-ce qui est pire là, entre vous et moi au stade-ci de la carrière de Marc-André Barriault? Est-ce que c'est de peut-être pas avoir le niveau technique encore pour rivaliser avec les gars dans l'UFC, mais d'avoir absolument tout ce qu'il faut au niveau athlétique, force physique, cardio, endurance? J'aime bien mieux ça que d'avoir le niveau technique d'être un excellent boxeur ou un excellent grappler, mais de pas être super athlétique, de pas être super endurant, de pas être super durable. Ça, ces gars-là, ils ont un plafond qu'ils pourront jamais dépasser, peu importe comment techniquement ils deviennent bons. Parce qu'un jour, ils vont affronter un Yoel Romero, un Israel Adesanya, qui non seulement va être aussi bon qu'eux, mais 100 fois plus athlétique, 100 fois plus explosif, 100 fois plus rapide. Puis non, Marc-André n'a pas les mains les plus rapides dans la division, loin de là. Mais c'est une force physique, c'est un gars qui réussit à s'imposer physiquement, puis que même quand il n'a pas de succès, réussit à affaiblir assez ses adversaires pour terminer le combat avec un peu de succès. Donc ça, c'est le point positif. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de bon pour Marc-André. Il est assez physique, il est assez explosif, il a un bon process, il a une bonne idée de quand il arrive dans la cage, c'est ça que je veux faire. Maintenant, il doit raffiner sa technique, doit avoir des feintes debout, doit camoufler ses attaques, tu sais, commencer le combat puis travailler une petite chose bien anodine pour mettre un réflexe dans la tête de ton adversaire, puis à partir de ce réflexe-là, être capable de setuper ton overhand right. Même chose pour sa game de transition, tu sais, manque de peaufinement entre je suis en train de striker, puis là, au bout de mon striking, je clinch, de mon striking, je shoot. T'sais, quand Marc-André Barriault arrive puis veut striker avec le gars, tu le vois dans la manière dont il avance, tu le vois. Il veut striker avec le gars, veut lancer des overhand rights sans setup, puis là, les gars se font rapidement une analyse de, OK, c'est ça qu'il essaie de faire, parfait, c'est ça que je vais checker. Et puis, quand Marc-André Barriault switch up et dit oh shit, non, là ça marche pas debout, je vais clincher, mais tout de suite, ça paraît que il abandonne le striking, puis là, let's go, on clinch. Ou oh non, j'abandonne le striking, là, je shoot pour un takedown, level change, puis je vais en dessous. Puis ça fait que les aspects différents de sa game ne se marient pas vraiment encore bien ensemble, et ça fait qu'il est prédictible. Ça fait que pour les premiers rounds du combat, quand son adversaire et lui ont le même niveau de stamina, parce que Marc-André, avec sa physicalité, les a pas encore affaiblis, juste avec sa pression, juste le fait de marcher pendant 15 minutes dans la direction d'un gars puis de ne jamais reculer, ça fait que Marc-André épuise des gars. Donc imagine ce que ça y prend. C'est pas beaucoup là, le niveau d'ajustement technique qu'il doit faire pour être en mesure d'aller chercher cette victoire-là qui est échappée de peu à tous les combats. Le problème, c'est quand il a échappé, je pense, de très peu contre Sanchez. Selon moi, même si c'était une décision partagée, il a échappé un peu moins contre Jotko. Dans ma tête, c'est un peu plus clair que Jotko allait gagner ce combat-là que Barriault contre Sanchez. Et puis, le combat contre Park a été le moins serré des trois. Là, ça n'a pas bien été au premier round. C'est fait outboxer solidement. C'est fait out-wrestle. Donc, il faut qu'il travaille sur sa technique, c'est tout. Puis là, au moins, on a eu la confirmation que l'UFC allait honorer son quatrième combat, allait lui donner. Donc, c'est une bonne chose. C'est sûr que quand t'es 0-3 dans l'UFC, puis tu restes un combat à ton contrat, ouais, et je pense pas vraiment que tu peux choisir ton adversaire. L'UFC t'appelle, dit, ça va être tel gars, telle date, puis c'est un peu comme ton premier combat, là, tu prends ce qu'on te donne. Mais au moins, il va avoir la chance de s'exprimer dans l'UFC pour ce qui va être vraiment sa dernière des dernières chances. Puis, s'il veut prendre un 6 mois, justement, pour penser à ses affaires, puis penser, ça va être quoi la suite de son cheminement pour aller chercher ce niveau de raffinement technique-là qui,
peut aller chercher. C'est ça qui est le fun là, dans les circonstances, c'est que Marc-André Barriault peut aller chercher les petits ajustements qui vont faire de lui un combattant qui va rivaliser, voire même gagner des combats dans l'UFC, chose que présentement, il n'est pas en mesure de faire. Contrairement à s'il était juste unathlétique, juste pas super fort physiquement, mais là tu peux être technique, la personne la plus technique c'est la terre, mais quand tu vas pogner quelqu'un qui va être plus fort physiquement, plus explosif que toi, ben tu vas te faire passer. C'est pas le cas avec Barrio. Il y a le baseline, il y a ce qu'il faut déjà. Maintenant, il faut peaufiner la technique, puis rendre ça de quelqu'un qui a beaucoup de succès sur la scène régionale à un bon combattant technique qui est capable d'aller gagner des combats dans l'UFC. Maintenant, pour la suite des choses, pour Marc-André, ben, comme j'ai dit, il n'y aura probablement pas tant de choix, mais s'il y a un choix, il y a 3 noms sur lesquels il faut qu'il s'enligne. C'est Allen Amedovski, John Phillips ou Jack Marshman. C'est pas mal vers là que je m'enlignerais. Maintenant, ça fait déjà 20 minutes que le vidéo est commencé, donc je vais parler de Cyril Gane. Ça sera pas la performance de laquelle je vais avoir le plus de choses à dire de Cyril Gane, mais pourtant, c'est absolument le meilleur scénario possible là, qui est arrivé dans ce combat-là. Je pense que je peux pas être plus content de comment c'est arrivé. Si Cyril avait gagné par finish, genre rapide encore une fois contre Bowser, ça aurait été beau, ça aurait été éclatant, mais le fait de juste le voir, genre se comporter comme Max Holloway dans son prime, dans la cage, là, d'être capable de gagner une décision, de vraiment bien piquer ses shots, d'être intelligent, de ne pas se mettre dans le trouble contre un combattant qui savait là, aller être un des combattants les plus toughs qu'il allait affronter de sa carrière. Tanner Bowser ne se fait pas finir, ça n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que Cyril Gane a fait? Il a dit, parfait, c'est un gars qui ne se fait pas finir, ben, je vais toujours m'assurer d'être en avant de lui, de piquer mes shots, d'être intelligent, de quand même donner un bon combat, là, c'était excellent, j'ai eu super gros de plaisir à checker les 15 minutes de ce combat-là, il n'y a pas eu de moment à plate, on n'a pas dit, ah non, c'est pas une bonne performance de Cyril, au contraire, c'est une excellente performance de Cyril Gane, et puis, ben, tabarnouche, il nous a prouvé qu'il était capable d'y aller de faire la distance, non seulement, mais vous constaterez que Cyril Gane là, a augmenté sa cadence au 3e round de minute en minute. Et puis, le moment où il a été le plus actif dans tout le combat, c'est la dernière minute du combat, donc la 15e minute du combat. Donc, non seulement prouve qu'il est capable de gagner une décision aisément contre un des gars les plus toughs du monde, qui est capable d'être intelligent, pas se mettre dans le trou pour rien, contre un gars justement qui est tough, puis qu'il sait qu'il sera pas capable de finir si facilement que ça. Et en plus, ben, il a carrément démontré que c'est un gars qui allait avoir du cardio pour 25 minutes, puis qui allait probablement être encore meilleur au round 4 et 5 qu'il peut l'être au round 3. Fait que dire de plus pour Cyril Gane? Je pense qu'on commence à avoir tout dit, puis ça commence à servir à rien de passer 20 minutes par vidéo à dire que Cyril Gane est le futur. Je l'ai dit dans toutes les vidéos. Je peux vous le redire une deuxième fois encore. Cyril Gane, c'est le futur. Ça va être un champion des poids lourds de l'UFC. Donc, en attendant, contre qui se bat, ben, je pense que c'est juste instrumental, là, ce rendu-là. Ce ne sont que des corps, puis vous l'avez vu dans mon entrevue avec lui, avec sa balance de qui contre qui il se bat. Il a même pas l'air de connaître la moitié des gars, lui. Fait je dis, si Fernand Lopez dit c'est une bonne idée, Cyril dit, bon, ben, c'est une bonne idée, puis ils vont se battre, puis quelle bonne combinaison ces deux-là d'ailleurs. T'as Cyril qui est vraiment pas un gars de 1000 mots, mais qui agit, puis qui est excellent. Puis t'as Fernand Lopez qui est le mastermind derrière ça, qui planifie tout, qui connaît tous les combattants, qui est une des personnes les plus connaissantes en MMA là, qu'on connaît, pour pas trop dire de connaît dans la même phrase, et puis qui est aussi un excellent communicateur, donc des fois il est capable de parler à la place de Cyril, puis c'est très bien. Ceci étant dit, ben, ça prend un top 15 absolument pour Cyril Gane. Je pense que c'est ça que ça prend s'il veut avoir un défi, s'il veut avoir un challenge, parce que Tanner Bowser, encore une fois, c'est un gars qui va avoir du succès dans l'UFC. Il avait déjà une victoire dans l'UFC, notamment, donc c'est quelqu'un qui... il va avoir du succès, il va gagner plusieurs combats, mais il n'a même pas été capable de donner vraiment une opposition à Cyril Gane dans ce combat-là. Donc, plus que jamais, ça prend quelqu'un dans le top 15. Et puis, j'ai Augusto Sakai comme suggestion. Ça nous mène à Tanner Bowser. Donnez-lui Greg Hardy. Je le sais que c'est probablement pas que je dirais ça. Là, hey Tanner, j'aimerais ça que tu te battes contre Greg Hardy. Il dirait,
what the fuck, quoi j'apprends ce noob-là. Mais après avoir eu les bases qu'il a eu d'affronter Cyril Gane de la façon dont il l'a fait, ben pour vrai, il mérite probablement le combat le plus facile dans la division, qui est aussi quelqu'un qui va lui donner du name value quand il va l'avoir démonté ben raide. Donc je fais ça pour toi, Tanner. Donnez-lui Greg Hardy. Et pour ce qui est du restant de la carte, j'ai des match-ups pour tout le monde, donc tu sais, je vais vous les dire. Je vais vraiment y aller plus rapidement. Korean Zombie contre Frankie Edgar. C'est un autre combat sur lequel j'ai pas grand chose à dire. Hein? Korean Zombie, je pense qu'il a sonné Frankie Edgar dans les premiers instants de ce combat-là. Et puis tout le reste du combat, ça a été Korean Zombie qui lance des milliards de coups de poing pour tenter de finir Frankie Edgar, qui refuse tout simplement de se faire finir jusqu'au moment où il se fait finir. Je suis d'accord que Korean Zombie, s'il y a une personne qui mérite un title shot à 145 livres, c'est lui. Mais il y a une personne qui le mérite plus automatiquement. Puis c'est Max Holloway. Si Max Holloway, on l'a parlé, c'était un champion dominant. Et selon moi, il mérite un rematch. Si l'UFC décide qu'il y a un rematch entre Max Holloway et Alexander Volkanovski, ben, so be it. Je pense que c'est ça qui devrait arriver. Donc, j'ai comme deux scénarios un peu pour le zombie. Volkanovski s'est fait mal à la main. Se fait opérer. Donc, c'est sûr que l'UFC est déjà booké jusqu'en avril là, en termes de title fight. Donc, ça irait pas avant mai. Peut-être que Volkanovski va être prêt en mai. Peut-être que c'est une petite opération mineure puis il va être prêt rapidement. On n'a pas trop de détails là-dessus. Si c'est le cas, ils peuvent faire Korean Zombie contre Volkanovski en mai ou Volkanovski contre Holloway puis trouver quelqu'un d'autre pour le zombie. Mais si Volkanovski est pour être parti plus longtemps que ça, moi je prendrais Korean Zombie contre Max Holloway. Je prendrais définitivement ça. Puis Max Holloway a l'air de quelqu'un qui est pas blessé et qui veut se rebattre le plus rapidement possible. C'est dans le style du zombie d'être assez actif. Donc je pense que si Volkanovski est blessé plus longtemps qu'on pense qu'il va l'être, je ferais Zombie contre Holloway. Sinon, ben, regarde. Je sais pas, je saurais pas trop d'autres qui dire pour le Korean Zombie parce que les deux autres qui méritent des title shots dans cette division-là sont probablement Yair Rodriguez puis Zabit Magomed Sharipov. Puis moi, j'ai vraiment là, un fixe de voir ces deux gars-là s'affronter. Donc, je veux pas voir Zombie vraiment se... Ensuite, Ozdemir contre Rakic. J'ai comme scoré ce combat-là pour Rakic. Je pense qu'il avait landé vraiment les plus gros coups. Puis oui, s'est fait démolir une jambe complètement. Puis la bosse sur sa jambe était dégueulasse. Puis oui, c'est sûr que ça a scoré beaucoup auprès des juges. Mais... Yet, I still have the feeling that Rakic won that fight. So, je donnerais Glover Teixeira à Volkan Ozdemir. Seulement, se sont jamais affrontés. Puis je pense que ça sera un bon combat. Pour ce qui est de Rakic, je le ferai pas descendre trop bas dans le ranking. Je donnerais quelqu'un comme Misha Cirkunov. Duo Choi. Et on lui donnera pas de combat, il s'en va faire son service militaire, il va probablement pas se battre pour les 3 prochaines années. Dans le cas de Da Hong Jong, moi c'est ça que je veux voir, là, des light heavyweight qui arrivent là puis finissent leur combat en 1 minute 2 par knockout. C'était absolument magnifique. Je pense que ça va être un bon striker excitant que j'aimerais voir face à Khalil Round 3. Mike Rodriguez pour sa part qui s'est fait subir un KO en 1 minute 20. De loin sa pire performance en carrière, c'était pas quelque chose de beau du tout et j'aimerais le voir contre Khadis Ibragimov. Si vous voulez voir de quoi de vraiment messy et ridicule, ben c'est ça que je ferais. John Young Park, Marcus Perez, j'avais mentionné après le dernier combat de Marcus Perez qui a perdu d'ailleurs, que j'aimerais le voir contre le gagnant de Barrio contre John Young Park. Park a gagné, donc donnez-lui Marcus Perez. Kyung Oh Kang, je sais pas trop ce qui se passe avec Kyung Oh Kang. C'est un des combattants les plus intéressants. Puis là, ça fait comme 3 ou 4 combats qui fait juste amener ça au sol. Puis qui est vraiment top control heavy, pas super actif. Il gagne des décisions, c'est efficace, mais ça fait pas vraiment de nom dans la division. Je lui donnerais Saïd Nurmagomedov, de qui on va parler dans pas long. Pour son adversaire Ping Wang Liu, donnez-lui quelqu'un qui n'a pas une belle fiche dans l'UFC comme lui, genre Anderson Dos Santos. Ça devrait faire la job. Sung Woo Choi. À part le fait qu'il a perdu un point au premier round, il y a absolument shit kick Souman Mokhtarian qui est juste pas UFC level selon moi. Donc pour ce qui est de Sung Woo Choi, belle première victoire, je donnerais quelqu'un qui a une fiche similaire à lui comme Matt Sales. Dans le cas de Souman, ben si l'UFC veut lui donner un autre combat, tant mieux pour lui. Moi je pense qu'il est à chier, mais je pense qu'il y a juste 2 combats dans l'UFC. Donc ceux qui restent des combats sur son contrat devraient se rebattre. Donnez-lui genre Jacob Kilburn, quelque chose comme ça. Omar Morales n'a pas réussi à finir Dong Yun Ma. Sorti une belle performance, a été intelligent, bon striker, capable d'aller chercher ses takedowns. Je lui donnerai un autre striker comme Otman Azatov, ça risque de faire des étincelles comme combat. Dong Yun Ma
est proche de la fin. Je le verrais tester un prospect sur une carte internationale, puis s'il perd, là, c'est pas mal ciao part pour lui. Donc, Don Young Mod, je lui donnerais genre Fares Ziam, le combattant français. Alessandre Pantoja et Matt Schnell. Wow, quel combat absolument ridicule. Si vous avez la chance d'aller voir ça, ça dure genre 4 minutes. Je pense que les deux se drop au moins une fois chacun, puis ça finit avec un faceplant KO de Pantoja, là, qui est absolument incroyable sur Matt Schnell. Donc, Pantoja a gagné. J'avais mentionné que j'aimerais voir Moreno affronter le gagnant de ce combat-là. Ça sera un rematch Pantoja contre Romero, contre Moreno. Mais le premier combat était très bon. Je pense que ça pourrait vraiment être un bon combat. Puis avec les améliorations qu'on a vues de Moreno, je pense que la majorité de ces match-ups pourraient play out un peu différemment. Donc, c'est un match-up que je serais excité de voir. Dans le cas de Matt Schnell, je lui donnerais Ryan Benoit. Ensuite, Raoni Barcelos, Said Nurmagomedov, c'est un crime contre l'humanité que ce combat-là a été si bas sur la carte. Ça a été bon, technique, enlevant, magnifique. C'était très beau. Said Nurmagomedov qui a réussi à aller chercher du succès avec ses pieds, garder sa distance. Mais à un moment donné, Raoni Barcelos s'est juste rendu compte qu'il était plus gros que lui. Plus fort, ben pas plus gros en termes de grandeur, parce que Nurmagomedov, même si c'est le gars qui se battait à 125 livres, avait l'air absolument gigantesque. Donc Barcelo, c'était juste plus fort physiquement, capable de s'imposer, puis quand il a su qu'il pouvait juste rentrer, puis rentrer avec du power, rentrer avec ses takedowns, ben il l'a fait, puis il a réussi à aller chercher une décision dans un très bon combat enlevant de haut niveau entre deux gars qui vont aller loin dans cette division-là. Ensuite, Amanda Lemos, Miranda Granger. C'était bon, c'était drôle, ça a été immédiatement au sol. Lemos essayait d'être lourde sur le top. Granger semblait vouloir aller chercher l'avantage au sol, très flexible, se pliait de toutes les façons, roulait un peu comme moi. J'ai bien aimé son style. Cependant, elle s'est fait pogner dans un rear naked choke, pas de hook, puis elle l'a comme un peu no-sell, puis malheureusement, ben, elle s'est fait sleep. Donc c'est Amanda Lemos qui a gagné. Je lui donnerais Virna Jandiroba. Je sais que c'est des Brésiliens, je suis pas trop au courant des affiliations brésiliennes, de savoir qui s'entraîne avec qui, mais je pense que Lemos contre Jandiroba, très bon duel de grappler, j'aimerais ça voir ça. Pour le Granger, je lui donnerais la perdante de Anna Cyphers contre Angela Hill à l'UFC Raleigh. Ça nous mène au premier combat de la soirée qui était Ryan Benoit contre Hailey Alateng. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que Hailey Alateng, je l'aime, c'est un malade, j'aime la façon dont il se bat. J'aimerais le voir contre Chris Gutierrez. Je pense que ça sera un combat où deux taureaux se rencontraient dans le milieu de la cage puis battraient heads, you know what I mean. Ça serait absolument incroyable. Donc c'est ça que je veux voir. Et puis ça va conclure mon vidéo de revue de l'UFC Busan. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part de vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Jourdain, de la performance de Barriault? Êtes-vous d'accord avec mon analyse de la situation là, concernant Marc-André Barriault? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. On parle de Cyril Gane aussi, bien sûr. Ensuite, abonnez-vous là, tout partout, sur le territoire, Facebook, Instagram, Twitter, toute la patente, là, je suis partout. Fait qu'allez checker ça, je suis pas besoin de trouver, c'est MMA Talk partout. Si vous tapez ça dans la bande de recherche, vous allez trouver le compte assez vite, fait que c'est bien nice, allez visiter le MMAtalk.ca, puis on se parle une prochaine fois, les petits amis.